c'est vrai que c'est ce qui nous réunit au sein de l'établi, c'est-à-dire que c'est cette question où on a trop souvent simplifié sous l'aune de la solution de la densité. Et on a même, plus que simplifié, on a opposé ruralité et métropole. En disant il faut habiter en métropole, voilà, c'est l'endroit où le travail est, c'est l'endroit où les transports collectifs sont. Aujourd'hui, on voit très bien que les métropoles ont atteint pour beaucoup leurs limites. On parlera de qualité de l'air, pollution, on parlera de temps de transport. Et trop longtemps, on a caricaturé en disant les ruralités, vous ne pouvez pas parce que vous faites du mitage. Vous permettez la construction de maisons individuelles sur les hectares entiers. Et la question, c'est ce que tu décris très bien ici, c'est-à-dire qu'on peut habiter dans tous les bourgs qu'on a en France, en Mayenne particulièrement, dans les bourgs. Et ces bourgs-là, ils ont été trop longtemps déconsidérés comme un potentiel de logement, comme un potentiel d'habitat. Tu l'as cité sur la question des attractivités, c'est-à-dire le fait d'avoir des commerces. C'est un préalable, c'est un point fort, mais un habitat, c'est un point fort. Et je pense que dans cette attention de la notion de densité, on peut, dans une ville de 1000 habitants, même 150 habitants, densifier un bourg. Ça, c'est tout à fait envisageable. Et pour autant, on ne fait pas du mitage. Donc, on s'oppose aussi à la loi SRE qui porte un message un peu stérilisant, ce message où on réserve l'habitat aux villes et les espaces de campagne à l'agriculture. Quand on voit un hameau qui fait 40 ou 20 maisons avec 3 dents creuses, ces 3 dents creuses, elles méritent d'être habitées. Elles ne méritent pas d'être en zone agricole, parce qu'elles deviennent inconstructibles, mais aussi inexploitables. Et on doit arriver à fonctionner avec un curseur quand même un peu plus fin à ce sujet-là, pour arriver, et ça c'est un peu ce qu'on porte, c'est-à-dire de comprendre que les territoires d'avenir, c'est les territoires ruraux. C'est les territoires qui portent, on en parlera en conclusion, on va appeler ça ce mot de résilience, c'est-à-dire cette capacité à puiser en elle-même les ressources pour y vivre pleinement. Dans les questions qu'on a pu se poser en découvrant notre territoire autour de cette notion de densité, on peut parler de maillage, c'est-à-dire chaque petite commune n'apporte pas tout, ou du théâtre derrière. Mais par contre, si on a un maillage opérant, on peut arriver avec une solidarité entre communes, à faire fonctionner ce maillage-là. Et ce maillage-là, tout à l'heure je le citais avec les pistes cyclables, mais voilà, avec ces chemins, ces routes, si on a à disposition pour rendre concret ce transport qui permet ce maillage, c'est-à-dire peut-être que c'est le forgeron dans une ville, peut-être que c'est une tapissière dans l'autre, et de pouvoir aller de l'une à l'autre, on va redensifier ces villes-là, et on va permettre aujourd'hui, l'aspiration, c'est d'accéder au logement. Peut-être que vous n'êtes pas encore dans cette situation complètement. Aujourd'hui, nous, on le vit pleinement, la disparition du foncier, c'est-à-dire le fait d'avoir du foncier pour bâtir, pour construire du neuf. Et donc, l'un des éléments les plus précieux que vous allez avoir à préserver à l'avenir, c'est ce foncier. C'est permettre d'habiter, de se loger. On a des territoires où des bailleurs sociaux construisent des tiny houses, c'est-à-dire des petites caravanes, pour loger les habitants, parce qu'il n'y a plus de foncier disponible pour des maisons individuelles. Vous avez encore cette chance d'avoir du foncier disponible, prenez-le comme une richesse, mais une richesse à préserver. Une richesse où la maison individuelle en tant que telle, avec son jardin de 300, 500, 800 mètres carrés, n'est plus permis. N'ouvrez plus de lotissement. Le lotissement est devenu, on va dire, une disposition qui n'a pas de vocation, peu de qualité urbaine, mais surtout qui dépense beaucoup trop de foncier, qui ne ménage pas le territoire. Et donc regardez dans chaque bourg, dans chaque hameau, les capacités à remettre du voisinage, voilà, à remettre du contigu. C'est vrai qu'on change de modèle. On peut aussi se poser la question de savoir si on a, dans les générations qui arrivent, encore cette envie d'habiter, encore cette envie d'être propriétaire. Cette envie d'être propriétaire. Ça aussi, c'est des choses qui sont questionnées. Et donc, ce modèle-là, il réclame du coup
attention dans la notion de transformation. On atteint cette phase de transformation. La période post-Covid a complètement rebalayé la manière d'imaginer, d'habiter. Colocation, cohabitation, habitat participatif, habitat senior, habitat intergénérationnel. C'est-à-dire que c'est des moyens et c'est des stratégies pour ne pas être propriétaire seul, parce que l'accès à la propriété et à la construction neuve, aujourd'hui, est devenu une vraie difficulté, et peut-être tant mieux, dans le sens où ces ressources mobilisées pour un seul logement deviennent disproportionnées. Et donc c'est vrai que vous avez cette chance d'avoir ce maillage qui est là, ces 26 communes sur la communauté de communes des Monts d'Avaloir, ce maillage à l'échelle du parc, qui réclame certainement à être regardé en complémentarité et en solidarité. Et si vous mettez cette complémentarité, cette solidarité à l'échelle de votre territoire, ben finalement, comme le dit Simon depuis le début, c'est des dispositions qui ne coûtent pas cher. C'est des dispositions qui sont dans le déjà là et qui sont plus finalement dans la capacité à faire réseau qu'à construire de l'infrastructure. En évitant de construire de l'infrastructure, là vous êtes dans le vertueux, et là vous êtes vraiment dans cette capacité à réactiver des lieux, et réactiver des villes. Justement, on peut enchaîner sur la question de la densification du périurbain, où je trouve qu'on a travaillé sur deux projets qui consistaient à essayer de sortir justement du modèle pavillonnaire en imaginant d'autres formes bâties sans que ce soit non plus de gros objets. C'est plutôt, on va dire, imaginer des sortes de cités-jardins d'aujourd'hui. C'est-à-dire comment imaginer que finalement le pavillonnaire, notre héritage pavillonnaire pourrait devenir en fait des cités-jardins, des cités-jardins de demain. Donc là, c'est deux projets qu'on a fait pour un bailleur social à Limoges, qui consiste à imaginer voilà, un projet autour de, je sais pas, 50 logements à l'hectare ou quelque chose comme ça. Voilà, avec toute une stratégie pour en fait grouper les voitures et garder une sorte de cœur pacifié qui est à la fois partagé par l'ensemble des habitants, mais qui est aussi très bien desservi et relié en fait aux autres quartiers périphériques. Voilà. Et tout ça, c'est aussi possible si on va dire, on sanctuarise une partie du budget à la fabrication de ce paysage, qui est absolument déterminant. Voilà, donc c'est deux expériences voilà, de logement, d'habitation groupée ou de petits collectifs, comme on peut le voir ici, en superposant par exemple des TE et puis des T4 duplex qui apparaissent plus comme des maisons que comme des logements collectifs. Voilà, qui varier aussi les situations habitantes. Ici, vous avez, voilà, ce que je disais, un T2 avec son petit jardinet, on met à profit la topographie, derrière on rentre de plein pied dans les quatre, dans tous ces logements qui sont en duplex, qui sont des T4, pardon, donc plutôt des logements pour des familles. Et puis un autre exemple ici, une maison en bande, avec chaque habitation dispose de sa petite serre, d'une terrasse extérieure et d'une intimité, c'est-à-dire que finalement il y a une forme de radicalité dans cette architecture, mais en même temps les penser de telle sorte à ne pas avoir en fait des situations gênantes entre les logements, c'est-à-dire des vues plongeantes sur son voisin. Donc il y a tout un travail sur l'intimité et sur la relation entre intérieur et extérieur. Je change complètement d'échelle, je parle maintenant d'un projet dans une ferme, en Corrèze cette fois-ci, donc un peu plus au milieu du Cantal. Cette photo, elle montre très bien ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les nouvelles forêts. Vous voyez tout ce qui est en vert foncé, c'est l'enracinement typique en fait, du Massif central. On peut le voir ça dans les Vosges aussi, dans le Jura. Donc cet enracinement, c'est pas des forêts qui ont remplacé des forêts de feuillus, hein. C'est des forêts nouvelles qui ont plutôt remplacé des pâturages, donc suite consécutif à l'exode rural. Donc là c'est un projet dans une ferme, une des dernières qui n'a pas subi justement l'enracinement, donc qui est resté un espace ouvert, avec une ferme tout à fait particulière. C'est un couple d'agriculteurs qui a repris l'exploitation familiale, après avoir fait des études, l'un en géographie et l'autre en paysage. Donc en fait, ils élèvent un troupeau de 250 brebis, et ils font aussi de la permaculture et ils transforment tous les produits à la ferme.
Et donc la commande, c'était une petite habitation, enfin on a commencé par ça, une petite habitation dans ce hameau. Voilà, c'est les seuls habitants à l'année, les autres maisons étant devenues des maisons secondaires. Et donc en fait on a repris le motif en fait, finalement de la maison associée à son enclos, donc avec des murets qui viennent fabriquer des limites avec des enclos. Sauf que là ici la maison en question elle s'écarte un petit peu en fait de l'art de construire local qui est en granit, des maisons lourdes voilà, qui font corps avec le sol, pour plutôt convoquer trois références. Le lit clos auvergnat dans lequel on dormait pour faire face aux rigueurs du climat, c'est-à-dire qu'on a ici ce qu'on appelle le cantou où on cuisinait, donc un foyer ouvert avec où en fait on produisait la cuisine et puis on s'enfermait dans des meubles pour des questions thermiques. Voilà, donc ça c'était une des références. Ici Charlotte Perriand qui est très reconnu pour le dessin de tous ces mobiliers, tous les intérieurs de logements collectifs ou liés d'ailleurs souvent au littérature de loisirs. Et puis la troisième référence, c'est l'architecture japonaise avec ses tatamis et la polyvalence des espaces. Donc l'habitation, elle prend cette forme très simple, une enveloppe en bois, plancher bois, charpente en bois, référence à l'architecture asiatique, et un seul mur central qui est non porteur, et qui réutilise la terre en fait, du sol, et qui est une sorte de mur en masse qui permet de stocker l'énergie solaire, de la restituer par déphasage, et aussi de conserver en fait, la chaleur produite par un poêle à bois dont les bûches viennent de la ferme. Donc cette maison atypique voilà, dispose de sortes de meubles dans lesquels on dort, de quelques mètres carrés. La chambre des parents, c'est aussi le salon avec les tatamis. C'est un grand espace suffisamment ouvert avec des espaces plutôt collectifs. Et on se réfugie en fait dans son petit meuble plutôt pour dormir. Et donc c'est aussi très intéressant de se poser ce genre de questions voilà, dans un territoire où on sait que ces enfants de toute façon vont quitter le territoire. Dès lors qu'ils vont aller faire des études, à 18 ans, ils vont plus rester sur le territoire. Et donc, ce couple m'a dit, mais à quoi bon faire une maison de 130 ou 150 ou 160 mètres carrés? De toute façon, dans 10 ans, on ne sera plus que deux. Donc, c'est une toute petite maison qui fait, je sais pas, 70 à 80 mètres carrés, mais qui quand même dispose